Le rôle des Européens là-dedans, selon Trump, c'est de mettre une force de sécurité, non pas en Ukraine, c'est-à-dire les Russes n'en veulent pas, mais dans les pays limitrophes de l'Ukraine, pour le cas où les Russes, malgré tout, auraient la mauvaise idée d'attaquer. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, également abonnés de l'application. Ravi de vous revoir pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Je sais que vous êtes toujours très nombreux à suivre nos programmes. Merci du fond du cœur, on vous le répète, mais on répète jamais assez ces choses-là. Et en tout cas, vous faites partie du succès d'Omerta. On est à plus de 520 000 abonnés sur cette chaîne. Je rappelle aussi, quand je dis abonnés de la chaîne YouTube, mais abonnés de l'application, souvent ceux de la chaîne YouTube ne savent pas qu'il existe l'application sur laquelle, c'est dommage de ne pas le savoir, mais se trouvent nos documentaires. Donc vous pouvez voir le cœur de notre métier, c'est-à-dire ce métier de journaliste, ce métier sur lequel on va en Afghanistan, en Syrie, en Ukraine, et on vous ramène des images et des contenus exclusifs. Voilà, donc n'hésitez pas à faire cette démarche d'aller vous connecter sur l'appli et de vous abonner. Je rappelle aussi le magazine Omerta, Congo, Silence on tue. Ça, c'est le dernier exemplaire. Il y en aura bientôt un autre, mais vous pouvez toujours le trouver en kiosque. Ça concerne évidemment les massacres dans le Kivu, la question des terres rares, Donald Trump, les accords qui ont été signés à Washington. Donc, c'est un sujet brûlant, celui de l'Afrique des Grands Lacs. Et donc, Omerta y a consacré un magazine et un documentaire aussi. Celui-là, vous pouvez l'avoir gratuitement sur la chaîne YouTube, puisqu'on l'a mis en accès libre. Voilà, j'arrête avec cette publicité pour ce matin. Je vous présente notre invité. C'est pas la première fois qu'on l'a, mais on est toujours très très content de l'avoir, parce que quand il s'agit de décrypter des phénomènes, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a été aux manettes qu'un commentateur qui, on va dire, interchangeable, comme on en voit un peu partout. Il s'agit d'Alain Juillet. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir chez Omerta ce matin. Je vous représente, même si beaucoup de nos auditeurs vous connaissent déjà, directeur du renseignement au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, et vous avez eu aussi de grosses responsabilités auprès de 3 premiers ministres, François Fillon, Raffarin, Villepin, c'est ça. Et vous étiez responsable chargé de l'intelligence économique. Vous êtes aussi homme d'affaires, vous avez dirigé des entreprises. Donc vous connaissez un petit peu tous les arcanes du pouvoir. Et ma première question, évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet. Les négociations sur l'Ukraine s'éternisent, avec quand même quelques changements à chaque fois. C'est-à-dire qu'on esquisse un petit peu aujourd'hui quelles pourraient être ces négociations, sans vraiment savoir finalement ce que les Russes en pensent fondamentalement, et si cette guerre va s'arrêter. Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus? Oui, moi je suis optimiste sur la fin de la guerre. Pour moi, le seul problème, c'est le délai, parce qu'il y a plusieurs alternatives, et en fonction de ce qui sera du moment où on atteindra, je dirais, le niveau qui est demandé par les Russes et accepté par les Américains, parce qu'il faut bien le dire, depuis l'Alaska, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur la totalité de ce qui va se passer. Simplement, ce qui bloque, si vous voulez, c'est la position de Zelensky et des Européens qui ont choisi une stratégie opposée à celle des Américains. C'est ça le fond. Il faut bien comprendre. Trump, lui, il a un objectif. Depuis le début, il l'a dit, il l'a écrit, la Heritage Foundation l'a expliqué, enfin, tout le monde l'a expliqué, puis Rubio et les autres. C'est simple. Il faut récupérer la Russie du côté de l'Amérique pour que ce ne soit pas un allié de la Chine en cas de conflit avec la Chine. Ok. C'est ça. C'est pas autre chose. Pour ça, il est prêt à céder à négocier sur arrêter la guerre en Ukraine en cédant sur un certain nombre de demandes russes, certaines d'entre elles avec lesquelles il est d'accord. On va en parler, si vous voulez. Et puis le deuxième, c'est créer des relations économiques très serrées entre les Russes et les Américains qui fassent que les Russes
au cas où il y aurait une tension très forte avec les Chinois, n'ait pas tendance à repartir vers la Chine. Et en définitive, le rôle des Européens là-dedans, selon Trump, c'est de mettre une force de sécurité, non pas en Ukraine, c'est-à-dire les Russes n'en veulent pas, mais dans les pays limitrophes de l'Ukraine, pour le cas où les Russes, malgré tout, auraient la mauvaise idée d'attaquer. Ce qui est impossible si c'est Trump, impossible si c'est Vance qui lui succède, ce que il y a de plus en plus de chances que ce soit ça qui se passe, mais qui pourrait être possible si c'est les démocrates, parce que les démocrates ont toujours voulu faire la guerre et seraient capables de provoquer Poutine. Voilà. C'est intéressant que vous évoquiez les démocrates et les Européens. Est-ce qu'au-delà, on va laisser de côté, on va y revenir, mais on va laisser de côté justement ces négociations, ces perspectives de business, ce rattachement... Pour en parler, c'est très important bien pour sûr, bien sûr. comprendre Mais on va revenir à la psychologie de Donald Trump et à qui est Donald Trump. Est-ce que fondamentalement, Donald Trump, qui a une vision très personnelle de la diplomatie... Pas du tout. Ah bon ? Mais je vous arrête tout de suite. Non, mais on a donné de Trump une image absolument invraisemblable. Mais ça, c'est typiquement européen et typiquement français. Pardonnez-moi, alors je me trompe, mais non, pas du tout, parce que justement, vous avez montré d'autres choses. Non, Trump, c'est un personnage. Alors, à titre personnel, il paraît, il part dans tous les sens, il est voyou, il est grossier, il applique des méthodes... Bon, il a plein de défauts, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas sympathique. Et il parle cash. Ça, c'est clair que lui, c'est pas un diplomate, il ne va pas vous enrober ça, il vous dit froidement ce qu'il veut, ou ce qu'il pense. C'est intéressant. Mais ça a un sens, c'est mieux, au moins comme ça les choses sont claires. Parce que les Américains, depuis Obama ou Biden, ils faisaient un peu la même chose, mais... C'était enrobé, si vous voulez, dans le cadre diplomatique, on vous disait on vous aime, mais on vous mettait un coup de couteau dans le dos. Oui. Là, c'est fini. Là, il vous dit je vous aime pas, et le coup de couteau, vous allez le prendre. Donc, c'est évidemment très différent. Alors, c'est le mérite de la franchise. Il faut bien voir que Trump, à son premier mandat, il était arrivé absolument pas préparé. Ça a été une surprise qu'il gagne, faut s'en souvenir. 2016. Ça a été une surprise. Et il n'était pas préparé. Et donc, l'administration américaine, l'État profond, comme on dit maintenant, a bloqué complètement Trump pendant son premier mandat. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il a appris. Et pendant les 4 années, suivantes, Trump, il s'est préparé à l'élection. Et là, il s'est appuyé sur qui ? Sur un think tank qui s'appelle l'Heritage Foundation. Et l'Heritage Foundation, c'est un think tank de droite. Et dans lequel, dans les documents qu'ils ont publiés, on trouve tout ce que Trump est en train de faire aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est pas... Il suffit de lire la Heritage Foundation, enfin les papiers, les rapports de la Heritage Foundation pour comprendre parfaitement ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Et le deuxième élément, c'est que regardez le discours de Vance au Conseil de la sécurité à Munich, qui avait choqué tous les Européens. Mais en réalité, Vance, il ne disait pas ce que lui, Vance, il pensait. Il disait ce que les Américains pensaient, et on vient de le voir confirmé, alors c'est magnifique, par l'orientation, je ne sais pas comment on peut dire ça, parce que c'est le plan stratégique, on peut dire ça, le plan stratégique américain pour les 4 prochaines années, qu'on appelle le national. Strategic National Security. Oui, exactement, security. Bon, et ce plan national, qu'est-ce qu'il dit ? Exactement ce que Vance a dit il y a maintenant 2 ans, ce que Trump a dit depuis jours, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en réalité, ils sont dans un cadre qui a été fixé et ils mettent en place ce cadre systématiquement. Et dans ce cadre, effectivement, ils traitent les Européens de petits garçons. C'est ça. Mais Vance l'avait dit aussi, seulement on a été vexé à l'époque en disant mais qu'est-ce que c'est que ce vice-président qui se permet de nous donner des leçons. Maintenant, on a l'Amérique qui nous dit, qui est le grand frère, comme on dit en France pour d'autres choses, et qui dit attendez, maintenant vous arrêtez vos bêtises, il faut changer de politique parce que vous êtes très mauvais, vous êtes en train de couler. Mais ça va même au-delà des intérêts américains. Enfin, oui, mais c'est une vision très froide. Ça dit aux Européens ce qu'ils doivent faire. Mais exactement, c'est une vision très froide. Si vous regardez ce document, alors sur la partie européenne, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, la Commission européenne avec von der Leyen, ça ne marche pas du tout. La Commission européenne, c'est un échec.
il faut revoir l'Europe. Qui ne sait pas qu'il faut revoir l'Europe? Tout le monde sait que ça ne fonctionne pas, et on le voit bien. Et aujourd'hui, alors ils disent que la Commission est de plus en plus dictatoriale. Exact, tout le monde le constate. Von der Leyen se met à rentrer dans tous les domaines régaliens qui sont protégés depuis le traité de Rome. Donc, d'ailleurs, en tant qu'ancien oui. du renseignement, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris que Ursula von der Leyen voulait disposer d'une forme mais c'est scandaleux. Parce que c'est la négation même, non de seulement renseignement européen. c'est la négation de l'Europe telle qu'elle a été conçue par ses fondateurs, qui était une Europe dans laquelle les domaines régaliens, la défense en particulier, devaient rester un domaine qui était contrôlé par chacun. Or, on a vu déjà des dérives de tous les côtés. Elles ont été faites. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les Américains? Ils disent, la Commission européenne, ça ne va pas. L'immigration, vous ne la contrôlez pas, ça va vous tuer. Ils n'ont pas forcément tort. Ils vous disent, les pays européens deviennent de plus en plus, je dirais, quittent de plus en plus les rives de la démocratie, puisque vous interdisez toute opposition. C'est le moins qu'on puisse dire. À la pensée unique, en France, il n'y a qu'à voir ce que ça a fait. Si vous n'êtes pas dans le sens de l'État et des deux grands partis, eh ben, automatiquement, vous êtes rejeté, vous êtes un complotiste et vous êtes marginalisé. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, chacun doit pouvoir s'exprimer. Chacun doit pouvoir voter. Vous voyez? Donc, en définitive, dans toute la partie européenne, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il décerne des mauvais points, je dirais, à tous ceux qui n'appliquent pas un certain nombre de choses. Il y en a 5, ils ont cité 5 cas. Ça commence par la Commission européenne, ça continue par, effectivement, la démocratie, l'immigration, bon, là aussi, la capacité de se remettre en cause. Ils sont en train de nous dire ce que nous savons, mais qu'on ne veut pas regarder en face, parce que c'est des révisions déchirantes. Bien sûr. On n'aime pas se faire dire par quelqu'un d'autre qu'on n'est pas bon et qu'on s'est planté. C'est sûr. Je reviens quand même à ma question par rapport à Trump et à sa personnalité. Est-ce que finalement, Trump, dans sa vision du monde, n'a pas plus de points communs avec Poutine qu'avec quelqu'un comme Emmanuel Macron, Keir Starmer ou Friedrich Merz? Fondamentalement. Moi, je dirais que si, bien sûr. je ferai une nuance. Je dirais que Trump est plus proche de Xi Jinping, de Poutine et de tous les chefs d'État qui sont véritablement des chefs d'État, que des chefs d'État européens qui sont tous des chefs d'État en difficulté, parce que, excusez-moi, les 3 que vous avez cités, le président Macron, Starmer en Angleterre et Merz en Allemagne, ils sont minoritaires, largement minoritaires, ce qui n'est pas le cas des autres. Ils sont largement minoritaires. Ils sont très faibles, on le voit bien, les 3. Et donc, ils essaient de se raccrocher comme ils peuvent à un certain nombre de choses. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que l'Ukraine a été pour eux un formidable moyen pour essayer d'exister, parce que les 3 étaient rejetés dans leur pays. L'Union européenne est menacée ? Telle qu'elle est aujourd'hui, oui. Moi, je pense que... Mais qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je pense qu'il faut réformer l'Union européenne. Le problème n'est pas de la détruire. Il ne semble pas, quand j'entends Ursula von der Leyen, qu'elle émette un seul doute sur le bien fondé de l'institution qu'elle représente. Ah non, mais von der Leyen, elle est là pour défendre l'institution et même pour la renforcer. Bien sûr. Les gens qui sont derrière elle, si vous voulez, sont... Mais il ne faut pas oublier que von der Leyen représente... Elle a autour d'elle des conseillers qui sont à 80% des conseillers allemands. Donc elle représente d'abord les intérêts allemands, ensuite les intérêts européens, et elle a une vision qui n'est pas la vision de l'Europe telle que, visiblement, telle que la voient les Américains, les Russes ou les Chinois, puisqu'on a perdu toute crédibilité auprès des grandes puissances. Alors, il y a une question qui découle de ça. Vous dites, ces 3 cherchent à exister, ont profité de la guerre en Ukraine pour essayer comme une bouée de secours, comme une bouée de sauvetage. Ils passent leur temps, et c'est là où je voudrais, vous qui avez été dans le renseignement, que vous Il y a longtemps, il y a 20 ans, mais je reste quand même j'ai l'esprit. Mais vous avez l'esprit. On nous dit en permanence que le terme, alors c'est le terme à la mode, guerre hybride. On nous parle de guerre hybride, que la Russie nous mènerait, qu'il y a des drones qui survolent l'île Longue, qu'il y a des pétroliers qui se baladent avec des cargaisons. Est-ce que tout ça s'est fait
pour justement qu'ils existent, ou est-ce qu'on risque vraiment la guerre contre la Russie? Alors, moi, je ne crois pas une seconde que nous risquions la guerre, d'abord. Hein, que dans le cadre de la guerre en Ukraine, étant donné que les Occidentaux sont mêlés à la guerre en Ukraine, c'est le moins qu'on puisse dire, que de l'autre côté, on veuille de temps en temps nous créer des problèmes, c'est évident. Et c'est de bonne guerre, je peux dire. Ouais. Nous, on renforce l'Ukraine, on l'aide, on envoie des techniciens pour s'occuper du matériel quand même, hein, on les conseille, on investit chez eux, on crée des sanctions envers les Russes, il ne faut pas s'attendre à ce que les Russes nous disent merci. Hein. Alors, donc, la guerre hybride, elle existe, là-dessus, il n'y a pas de doute. Maintenant, de là justement à dire la guerre c'est pour demain matin, c'est là où nos dirigeants, et je crois vraiment, je pense que nos dirigeants jouent un jeu qui en définitive est un jeu pas très honnête, parce que ce que nous savons, si on regarde l'histoire de l'Ukraine, ça s'arrêtera sur les frontières du Donbass. La guerre s'arrêtera sur les frontières, on le sait depuis le début. Hier, Zelensky a accepté, ça y est, que l'OTAN ne soit plus en Ukraine. S'il n'y a pas l'OTAN en Ukraine, il n'y a pas de troupes européennes. Parce qu'on est tous dans l'OTAN. Il faut arrêter de dire des bêtises. Hein. Donc, alors ensuite, vous regardez. La paix se fait sur la ligne de front. La reconstruction, elle a été signée par Zelensky, on peut en parler, il y a plus d'1 an, avec BlackRock, le fonds d'investissement américain BlackRock. Les compagnies américaines, plus une compagnie française, mais les compagnies américaines, avant la guerre, ont déjà acheté, entre 2012 et 2022, ont acheté pratiquement la plus grande partie des terres à blé ukrainiennes. Trump a négocié, en remboursement de la dette militaire contractée par l'Ukraine avec les États-Unis, a négocié l'exploitation de toutes les mines et les minerais intéressants, terres rares et autres. Donc la reconstruction, qu'est-ce qui va rester? Rien du tout, pas grand-chose. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc ça veut dire que les Européens, quand ils vous parlent de négocier la reconstruction de l'Ukraine, ça me rappelle, ceux qui s'en souviennent, l'Irak, où nous, les Français, on avait fait la guerre avec les Américains, et comme récompense pour la reconstruction, on a eu droit à déminer les plages de Kuwait City. C'est vrai ce que je vous dis. Non, ça a été le seul contrat. Donc, ce qu'on appelle les cocus, comptez-vous, en termes plus clairs. Et on aura la même chose. Dans les Balkans, on a le même coup. Donc, sur la reconstruction, on est dans dehors. On n'est pas dedans. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste... Vous ne pensez pas que malgré les efforts, Martin Bouygues, avec LCI, aura quelque chose? Non, même pas. Non, mais je crois que c'est pas. Non. Il y aura des petites choses, si vous voulez, mais des miettes, c'est des miettes. Le problème est déjà réglé, c'est les Américains qui feront ça. Voilà. D'accord. C'est clair. Bon, alors, tout le monde sera très content. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la sécurité de l'Ukraine. Comment assurer la sécurité de l'Ukraine, sachant que l'armée... Alors, Poutine veut une armée d'une taille intermédiaire, entre une armée de développée et une armée très faible. Les Américains ne sont pas contre, mais à ce moment-là, dans tous les cas de figure, il faut une sécurité. La sécurité, c'est mettre des troupes sur les pays limitrophes, c'est-à-dire la Pologne, tous les pays qui sont autour, la Roumanie, les pays autour. Bon. C'est là où, comme les Américains ne veulent plus entendre parler d'être installés en Europe, ils veulent se replier de l'Europe. Les Américains, ils disent, l'OTAN, constituée par les pays européens, doit avoir des forces militaires capables d'être prépositionnées sur la zone limitrophe pour intervenir s'il y avait un problème, effectivement, avec les Russes. S'il y avait un problème avec les Russes. Et là, vous voyez, c'est ça la clé aujourd'hui. Elle n'est pas ailleurs pour les Européens. La vraie ça, c'est clé. très clair ce que vous très dites. Clair. En revanche, quand Emmanuel Macron nous parle de forces de réassurance qui viendraient en Ukraine... Mais c'est impossible, je viens de vous dire... Mais pourquoi il continue alors? Mais oui, mais parce que ça, c'est de la manipulation d'informations. Non, mais... ce n'est pas possible, puisque Zelensky, hier, ayant dit que l'OTAN ne sera plus en Ukraine, c'est fini. Bon, donc on les met du côté européen, c'est normal. Et là, alors le problème des grands pays, les trois dont on parlait tout à l'heure, c'est que si on met des forces là-bas, il faut qu'elles soient capables des forces suffisantes pour tenir tête à la pression russe. Or aujourd'hui, vous savez, on a eu un rapport du Sénat il y a moins d'1 an qui a dit que l'armée française face
à l'armée russe telle qu'elle est aujourd'hui, tiendrait 80 km de front pendant 6 jours, avant d'être anéantie. La totalité de l'armée française. La totalité. L'armée française, le corps qui est projetée, expéditionnaire qu'on peut... Ceux qu'on peut projeter, si vous voulez. C'est 20 000 hommes, c'est ça, 30 000. Je ne sais plus exactement, c'est pas grand. Bon, il tiendrait 6 jours, après c'est fini, on n'aurait plus de munitions, on n'aurait plus d'armes et tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut jouer ce rôle, qui donnerait enfin, c'est le seul possible, qui donnerait un rôle à l'Europe dans cette affaire, il faut qu'à marche forcée, on rééquipe, on reconstruise notre défense pour qu'elle soit efficace. Il va nous falloir 3 à 5 ans minimum, pour la reconstruire. Comment on fait dans un pays où il n'y a plus d'argent? Et là, l'Angleterre n'a pas d'argent, l'Allemagne, elle a surinvesti en défense, et nous, on n'a pas d'argent. Eh bien, comment on fait? Eh bien, on dit à tout le bon peuple, les gars, il va y avoir la guerre, alors il faut s'y préparer. C'est tout. Et on vous dit, alors quand même, comme on ne peut pas dire elle va avoir lieu tout de suite, parce que ça serait quand même... Oui. Alors on vous dit la guerre en 2030. Pourquoi en 2030 ? Non. C'est qu'on a besoin de 5 ans pour reconstituer un minimum nos armées, pour les prépositionner sur la frontière. 10 ans, je crois. Oui, alors quand je dis 5 ans, c'est le minimum. Dans la réalité, c'est De Villiers l'après. Mais tous, Lecointre en a parlé aussi. C'est une chose très intéressante, parce que Lecointre, c'est la première fois qu'un chancelier de la Légion d'honneur, ancien chef d'état-major des armées, parle. Et il a parlé. Bon, et qu'est-ce qu'il y a la même chose. Il nous faut 10 ans pour reconstruire une armée dont on vient de découvrir comment elle doit combattre durant la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine, c'est la guerre d'Espagne. Moi, je l'ai souvent dit, ça. Je dis, la guerre en Ukraine, c'est comme la guerre d'Espagne. C'est le test. On a testé tout. On a découvert que notre système, il était complètement dépassé. La guerre est autre. La guerre avec les drones n'a plus rien à voir avec la guerre sans les drones. C'est vrai, tout est changé. Il faut repenser le matériel, les techniques, les stratégies. Et puis ça fait 20 ans qu'on fait des guerres de contre-insurrection qui sont des opérations de police, en fait. Mais c'est des opérations de police. On ne sait plus faire la vraie guerre. Or, là, les Ukrainiens la font très bien, il faut dire, parce qu'ils se battent comme des lions avec peu de moyens. C'est pas facile pour eux. Bon, les Russes... Ils avancent très lentement, parce que ce n'est pas une réussite non plus. Mais ils ont complètement restructuré leur armée en 2 ans. Ça, c'est intéressant. On le voit maintenant, les Russes sont complètement, Gerasimov et son équipe, ont complètement repensé l'armée russe au vu des combats en Ukraine et au fur et à mesure de l'apprentissage de cette guerre moderne. Donc ça veut dire que les Russes, oui, vont être, je dirais, prêts à faire la guerre, mais... Comme ils n'ont pas beaucoup d'effectifs, pas les effectifs suffisants pour avancer, comme on le voit en Ukraine. Attendez, regardez là la vitesse à laquelle ils avancent. 200 km en 2 ans. Mais exactement. 200 km en 2 ans, avant qu'ils arrivent à Paris, il faut du temps. C'est pour ça que le discours, par exemple, d'un Jean-Noël Barrot qui nous explique que le front se rapproche. Mais attendez, le front ne se rapproche pas. Ben non. Avant même si l'armée ukrainienne future est plus petite, et elle sera forcément plus petite, un État comme la Ukraine ne peut pas se permettre d'avoir une armée de cette taille, la taille actuelle, parce qu'elle ne tient que parce que nous, on fait des financements. Bien sûr. Ils n'ont pas les moyens de la financer. C'est pour ça qu'il faut qu'on prépositionne des forces à côté derrière. Mais l'armée ukrainienne freinera à la vitesse où ils freinent actuellement les Russes, même si les Russes décidaient d'attaquer. C'est là où on voit qu'il y a un problème. Même si les Russes décidaient d'attaquer en Ukraine pour avancer, ou sur les pays baltes, comme c'est la grande mode aujourd'hui de dire les pays baltes. Mais Poutine l'a dit en 2002 et en 2007, il ne faut pas l'oublier, à la conférence de Munich en 2007, il a dit les pays qui et après il l'a répété, les pays auxquels il ne faut pas toucher, c'est la Géorgie, la Biélorussie et l'Ukraine. Le reste, il a accepté pour le reste qu'ils soient passés dans l'orbite occidentale. Mais ces 3-là, c'est la déclaration de guerre. On oublie même que Poutine, à une époque, n'était pas contre l'adhésion de la Russie à l'OTAN. Il a demandé, en 2002, à rentrer dans l'OTAN et rentrer dans l'Union européenne. Ce qui paraît... C'est nous qui avons... Enfin, c'est les Allemands qui ont refusé. Bien sûr. Et c'est lamentable. Parce que s'il était rentré dans l'Union européenne, et effectivement, à cette époque-là, et même encore dans le temps, le problème serait réglé. Oui, mais pas très certain non plus que les Américains auraient vu ça d'un bon œil. Parce que là, c'était un mastodonte. Bien sûr, les Américains ne pouvaient pas l'accepter. Bien sûr. Et les Allemands étaient tentés, mais les autres pays européens, ils disaient il faut peut-être être prudent. Mais
Mitterrand, par exemple, a toujours été pour une alliance entre la France et la Russie pour éviter que l'Allemagne soit trop forte. Hein. Oui, bien sûr. Et quand j'entends aujourd'hui que l'Allemagne veut investir en militaire, vous avez vu, des sommes considérables, hein, beaucoup, le double, l'Allemagne va investir l'année prochaine le double de l'armée française, de la France en défense. Il faut quand même faire attention. Je ne veux pas toujours rappeler oui, ça le vous passé. inspire quoi, oui. Moi, je dis quand même qu'avec l'Allemagne, je me souviens du président Mitterrand, je me souviens du général de Gaulle. Avec l'Allemagne, il faut quand même être prudent. Il ne faut pas les laisser trop puissants. Et d'ailleurs, c'était la doctrine américaine. Il y en avait un qui disait j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'elle soit deux. Oui, ça aussi. À l'époque, tout à fait. Oui, mais c'est ça. L'époque de la réunification, déjà les craintes à et l'époque. les Américains ont toujours dit ne faites attention à une Allemagne trop forte en Europe parce qu'elle peut déstabiliser tout le monde. Donc, je n'ai rien contre l'Allemagne. J'ai beaucoup d'amis en Allemagne. Hein. Oui, bien sûr. Je trouve qu'on a bien avancé, on a quand même. Hein. Mais il faut quand même, il faut pas tenter le diable. Oui. Un journaliste avait écrit d'ailleurs, au moment de la décision de l'Allemagne d'augmenter son budget militaire de façon considérable et inhabituelle, qu'il avait résumé ça, il dit en gros, vous nous demandez à nous, Allemands, de constituer une armée très puissante, de traverser la Pologne et d'attaquer la Russie. Oui, mais c'est pas sérieux. Voilà. Hein. Mais alors, il y a une chose que je pourrais ajouter aussi pour nos auditeurs, c'est qu'il y a une chose dont on ne parle plus, mais qui est pourtant essentielle pour la France et qui n'est pas le cas de tous les autres, c'est que nous, on a l'arme atomique. C'est sûr. Si les Russes dévalaient, dans le cas, on vient de le dire, ils iraient un petit pas. Hein, c'est pas Guderian en 40. Ah non, c'est pas les grands mouvements. C'est pas les grands mouvements. S'ils dévalaient tout, ils allaient tout doucement, ils avançaient vers nous. À tout moment, l'État français peut dire « Hey, vous arrêtez parce que nous, si vous continuez, on vous met une bombe sur Moscou et Saint-Pétersbourg. » À quoi ils répondront ? On vous en envoie 50, peut-être, mais on vous aura détruit votre capitale et l'autre. Donc c'est la dissuasion. Donc si vous voulez, il ne faut pas l'oublier. Or ça, personne n'en parle. Enfin, la France, rarement, par rapport aux autres, a cet avantage-là. Or là, on veut se mêler, alors qu'on se mêle de la politique, qu'on veuille défendre l'Ukraine, tout ce que vous voulez, mais il faut aussi être raisonnable. Vous êtes en train de me dire, Alain Juillet, que je reprends les propos du chef d'état-major actuel, Fabien Mandon, qui explique qu'il peut y avoir dans 3 ans un choc avec la Russie. C'est impossible. Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait dans 3 ans... Pourquoi dit-il ça alors que c'est le chef d'état-major des armées Si je suis très froid, je vous dis, c'est que... Alors, si on regarde, là, vous me direz, je suis parfaitement complotiste. Hein, mais dans 3 ans, Trump n'est plus là, les démocrates ont pris le pouvoir, ce que rêvent certains, évidemment, ont repris le pouvoir, et Biden déclenche la guerre contre la Russie. C'est ça qu'on veut nous dire ? Je sais pas, mais attendez, mais c'est ça. Si on est cohérent avec ce qui a été dit, dans 3 ans, c'est Trump n'est plus là. Oui, c'est ça, c'est la fin. On sait très bien que ceux qui disent ça espèrent qu'il y aura un gouvernement démocrate à la tête des États-Unis. Ça veut dire que les Américains, suivant une vieille tradition, parce qu'ils ont fait la guerre depuis toujours, font la guerre avec la Russie. Mais c'est pas possible. Mais non. Alors j'y arrive, c'est pas possible, parce que si on fait la guerre contre l'Amérique, ou l'Europe fait la guerre contre la Russie, nous sommes en guerre nucléaire, et ce n'est pas envisageable parce que ni les Américains, ni les Chinois, ni les Russes ne peuvent le faire. Imaginez une guerre en Europe contre la Russie. Mais vous vous rendez compte, le bonheur pour la Chine, elle devient la première puissance mondiale. Ça, nous sommes d'accord. Mais en plus, c'est impensable. Même par rapport à la Russie, parce que ce type d'argument existe depuis longtemps. Les néoconservateurs en parlent depuis longtemps. Démanteler la Russie, l'affaiblir, etc. Ça pouvait se comprendre au début du conflit. Mais ce qu'elle a démontré, c'est qu'elle a réveillé, elle n'a même pas réveillé, elle a consacré l'émergence des BRICS. C'est-à-dire que le réseau qu'elle avait lui a permis de contourner les sanctions. Exactement. Et donc, elle est restée forte. Donc aujourd'hui, tout ça est absurde. Mais bien entendu, les sanctions ont été, on le verra, les historiens le diront après la fin de la guerre, les sanctions ont été un échec total. Elles ont plus pénalisé les Européens que les Russes. Bien sûr. On le voit. Alors il y a la propagande qui vous dit, mais non. Mais je suis désolé, ceux qui ont été en Russie, à Moscou ces derniers temps, regardez la vie à Moscou et la vie à Paris, et vous allez comprendre que ça va mieux là-bas qu'ici. Oui, c'est vrai. Attendez, il faut quand même... Et ce qu'ils voient aussi, c'est que, et là, il faut quand même le dire, parce que ça aussi, c'est qu'on a consacré énormément de moyens financiers
tous, hein, les Américains, les Européens, sur l'Ukraine. Vous allez à Kiev, l'argent ruisselle dans un pays qui est un des plus pauvres de toute l'Europe. Oui. Pourquoi ? On sait très bien, la corruption. Transparency International avait classé l'Ukraine 27e pays sur 27, excusez-moi, en Europe, comme au niveau de la corruption. C'était le pire en corruption. Bon, on vient de voir, on l'a vu, mais on ne voulait pas le regarder. Mais on voit que tout le système, c'est systémique, la corruption est systémique en Ukraine. Bon, donc, en définitive, toute une partie de nos investissements là-bas, ils sont partis en fumée. Enfin non, c'est pour des appartements, dans des la poche avantages, de des certains, comptes, dans la poche de certains. Ouais. Bon, là aussi, est-ce que c'est bien sérieux ? Alors, une question. Quand vous avez appris les conclusions des enquêtes des 2 officines anticorruption en Ukraine, NABU et SAPO, pilotées par les Américains. Bien entendu, mais c'est eux qui ont lancé la chose. C'est eux qui l'ont lancé. Pour vous, c'est une manière d'enfoncer le clou et d'affaiblir Zelensky pour le contraindre à négocier. Est-ce que c'était le but ? Oui, il ça le va savait, même un peu plus loin. Attendez, moi doute. je pense que ça va un peu plus loin. Dites-nous. Voilà. Les Européens, on va le voir encore à Berlin, on voit à Berlin, on voit partout. Les Européens veulent, eux, essayer de dire l'Ukraine, c'est notre citadelle avancée. Bon. Les Américains ne veulent pas pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. On a parlé de les barrières qu'on met, c'est d'une part la reconstruction, on vient d'en parler, la défense européenne, on en a parlé. Mais malgré tout ça, si vous voulez, les Européens disent « Ah mais non », et Zelensky, poussé par les Européens, ne veut pas lâcher le moindre territoire ukrainien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a 3 solutions, c'est très simple. Ou bien, effectivement, Zelensky, malgré l'appui des Européens, décide de lâcher, de donner à la Russie la totalité des terres du Donbass, terres russophones. Premier cas. Peu probable, compte tenu de ce qui se passe et de la pression européenne. Oui, et à domicile aussi. Exactement. En Ukraine. Et en Ukraine. Deuxième possibilité, on attend, puisqu'ils sont d'accord entre Américains et Russes sur cette solution. On attend que les Russes aient avancé. Alors, ils ont fait tomber Povrock, c'est la ville d'à côté. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de défense. Et ils seront ensuite sur Kramatorsk, peut-être en 1 mois ou 2 mois. Et puis ensuite, il y aura la bataille la dernière bataille du Donbass, puisqu'il n'y aura plus rien d'autre. Peut-être même bataille pour Zaporijjia, dès cet hiver. Oui, mais ça, au sud. Mais si vous voulez, c'est là. Ville quand même conséquente. Ah oui, mais donc si vous voulez, là, on aura des grandes batailles. Et jusqu'au moment où les Russes auront atteint les limites, alors en plus, ils avancent dans certains coins plus que les limites. Mais bien sûr, donc c'est pour ça que je parle de Zaporijjia. C'est pour ça que vous avez tout à fait raison. On est au sud, le front sud, on n'avait pas trop regardé, mais là... Voilà, mais on négocie Zaporijjia contre Kramatorsk, il y a des bords. Ça, c'est la deuxième solution. Bon, mais ça va prendre du temps. Troisième solution, c'est d'obliger, ça c'est les Américains qui y pensent visiblement, c'est d'obliger Zelensky à faire une élection présidentielle qu'il aurait dû faire il y a 2 ans, mais qu'il a refusé, avec raison d'ailleurs, en disant « nous sommes en guerre, et donc je ne peux pas faire lancer une élection présidentielle en temps de guerre parce que les gens ne pourront pas voter convenablement et tout ». Bon. Argument que sortent tous les chefs d'État pendant les guerres en disant pour pouvoir rester au pouvoir. Ou parce qu'il faut qu'il reste au pouvoir, ça dépend des cas. Bon. Donc là, qu'est-ce que font les Américains ? Ils ont sorti un scandale majeur autour de... Bon, c'est clair. Tous les gens autour de Zelensky sont maintenant convaincus de corruption. Bon, excusez-moi. Quand le cercle est convaincu de corruption, le centre du cercle, il est probablement quand même un peu. Je suis gentil. Donc ils en ont sous le pied encore ? Bien sûr qu'ils en ont sous le pied. Et ils en ont dit, à mon avis, en privé à Zelensky, pas mal, sur les comptes à l'étranger, tout ça. Ils savent tout, les Américains, ils ont beaucoup d'informations là-dessus. Bon. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Ils disent, on va faire une élection présidentielle en Ukraine. Monsieur Zelensky, vous allez faire l'élection. Là, ils peuvent le forcer avec toutes ces affaires de corruption, parce que là, ça le concerne personnellement. C'est son avenir à lui. Il faut y penser quand même. Bien sûr. Que devient Zelensky après la guerre Bien sûr. Bon. Donc, ils vont lancer l'élection. Et qu'est-ce qui va se passer à l'élection ? Alors, tous les sondages en Ukraine le donnent battu. Ça, c'est clair, pour d'autres différentes raisons, mais tous les sondages le donnent battu.
Bon, ça veut dire qu'il y aura un nouvel élu. Bon, beaucoup de gens disent que ça pourrait être, vous l'avez connu, Zaloujny. Zaloujny, je ne l'ai pas connu personnellement, Ouais, mais mais j'ai enfin, suivi vous connaissez l'histoire de Zaloujny, chef d'état-major des armées, reconnu par l'armée ukrainienne comme un grand chef et un chef économe de ses soldats. C'est très important parce que les troupes, donc, défenseurs de Kiev au moment de l'invasion russe. Brillants défenseurs de Kiev au début de l'invasion. Donc il a une cote énorme. Zelensky, qui savait qu'il y avait un risque que Zaloujny lui prenne la place, parce que tout le monde le disait il y a 2 ans, l'a évacué en le mettant ambassadeur en Angleterre. Donc, s'il se présente aux élections, et à mon avis il se présentera, poussé par les Américains et par les Russes, parce que Zaloujny, il est copain avec Gerasimov. C'est vrai, vous avez raison de souligner ça. C'est deux personnes qui ont été... Il est ami, et dans les négociations d'Antalya, 2 mois après le départ, vous savez, quand il y a eu les négociations en Turquie entre les Russes et les Ukrainiens, on sait que Gerasimov et Zaloujny se sont téléphonés pour dire oui, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Oui. Et ils étaient d'accord à la fin, parce que Zelensky devait signer si Johnson ne lui avait pas dit de ne pas le faire. Donc, ils font l'élection. Supposons que Zaloujny soit nommé, le lendemain, c'est la paix en Ukraine. Oui. Donc, est-ce que c'est pas, dans la situation actuelle, et vu la pression des Européens pour continuer, négocier, ne rien lâcher et tout, est-ce que la solution la plus rapide parce que le problème de Trump, c'est comment j'arrive à faire la paix le plus vite possible. Parce que lui, il est pressé, Trump. Mais bien sûr qu'il est pressé. Il a ses élections de mid-term. Mais exactement. Il veut, avant les mid-terms, dire j'ai gagné la guerre en Ukraine, j'ai fait la paix, regardez ce qui se passe. Donc, si vous voulez, lui, et comment faire pour faire ça ? Eh ben, si on n'y arrive pas sur le terrain avec la pression, parce que les Européens et Zelensky tiennent encore sur un certain nombre de choses, même si peu à peu il lâche. Mais il lâche doucement, il lâche doucement sur tous les points. Regardez sur l'OTAN, il a fallu attendre hier pour que pour que Zelensky dise j'envisage effectivement, oui, pourquoi pas, alors on pourrait quitter l'OTAN. Cette condition-là était de toute façon obligatoire pour la tenue d'une quelconque négociation. Exactement, et c'était du point de vue russe. Et du point de vue, donc il lâche peu à peu, mais ça prend du temps. Si on continue en disant on va attendre la bataille de Kramatorsk, ça prend encore du temps. Donc je pense que les Américains sont en train de mettre une pression maximale en disant on fait des élections, et là personne ne peut dire le contraire, on fait des élections démocratiques, et la réussite de l'élection, bien entendu, ça permet de faire la paix. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se jouer derrière tout ce qu'on raconte. Très intéressant. Dernière question, une remarque par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit à plusieurs reprises, l'Amérique, c'est le grand frère. Ils nous disent ce qu'on doit faire, ils nous font, etc., etc. Mais on a quand même l'impression que le grand frère, si nous, on coule, il ne viendra pas nous Ah non, mais le grand frère, Est-ce que c'est vraiment encore le grand frère, l'Amérique ? Non, attendez, oui, il faut préciser. Quand je dis le grand frère, moi, c'est dans la position, vous savez, celui qui a plus d'expérience et qui est plus sérieux, qui voit ça de plus loin, vous dit non, il ne faut pas faire ça. Tu vas te planter. Souvenez-vous, en Irak, c'était nous qui leur donnions des leçons. Mais exactement. Vieux continent. Mais oui, exactement. Souvenez-vous, en Irak, Chirac leur a donné des leçons. Voilà. Chirac leur a donné des leçons. Villepin, au nom de Chirac, leur a donné des leçons. Bon, là, c'était nous, le vieux continent, on avait l'expérience. Là, c'est le continent américain qui nous dit, les gars, vous êtes en train de partir en dérive, en brioche. Vous êtes en train de partir complètement en vrille. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Reprenez-vous. Il est temps de vous reprendre. Mais... en disant ça, il y a un côté un peu aussi condescendant. Et c'est très net. Trump nous méprise. Il faut dire la vérité, il nous méprise. Il vient de dire un truc sur comment il veut faire un arc de triomphe. Il dit à tous les niveaux, il sera même mieux que celui de Paris. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais il veut. C'est quand même, c'est quand même Napoléon quand même. Non, mais lui, attendez, mais quand on voit son comportement, alors on est bien d'accord. Comme je vous disais, il sait très bien ce qu'il fait sur le plan stratégique et autres. Il sait parfaitement. Sur le reste, c'est effrayant. De même qu'on pourra, dans l'avenir, on pourra regarder les choses. Par exemple,
c'est incroyable de voir comment sa famille est mêlée à des affaires économiques. Oui. Hein. Là, on est dans les délits d'initiés, dans les arrangements, dans tous les sens. Oui. Bon, mais ça, c'est l'Amérique. Witkov, c'est son copain de golf. Hein. Mais oui, non, mais vous voulez, on n'est plus du tout dans le même monde que l'autre. Alors moi, je ne suis pas admiratif, à titre personnel, je ne suis pas admiratif. Ce que je regarde, par contre, c'est l'efficacité de leur système. Hein, et pour le moment, ce que je constate, c'est que ceux qui arrivent à tenir tête, il y a les Chinois, qui ont changé leur stratégie. Xi Jinping, il est formidable pour ça, parce que son ministre l'a bien expliqué. Son ministre a dit, quand on a compris comment fonctionne Trump et sa stratégie, on a modifié toute la nôtre. Ils sont adaptés. On est incapable de faire ça, nous, de changer de stratégie mondiale en 6 mois. Eux, ils l'ont fait. Et du coup, la réunion entre Xi Jinping et Trump, elle s'est très bien passée. Trump a un peu perdu son bras de fer. Quand même. Il a quand même compris aussi qu'il Mais il a compris que c'était une paix armée, mais dans laquelle il y avait un adversaire. Il n'était pas tout seul. Alors que sur l'Europe, on fait des combats d'arrière-garde. C'est pas la même chose du tout. Et c'est pour ça, je pense, quand il nous... Alors, je pense qu'il joue aussi avec le feu, pour revenir à ce qu'on disait au début. Il joue avec le feu quand il nous dit il faut revoir l'Union européenne, il faut tout revoir. Si jamais on arrivait à faire ce qu'il veut, hein, et aussi l'arrivée de la droite, hein, ça il le dit clairement, lui, hein. Il vient d'applaudir pour l'arrivée de la droite au Chili hein, après avoir applaudi pour l'Argentine. Il pousse l'AfD. Et l'ambassadeur américain reçoit à Paris Marine Le Pen. Et Jordan Bardella. Non, ils poussent, ça y est. Hein, ils disent clairement, il faut que l'Europe soit à droite, comme nous. Ils vont tout faire pour ça. Ils avaient des satellites déjà, Orban, Meloni, tout ça est déjà dans la place. Hein. Et d'ailleurs, si Merz est désavoué, si l'AfD arrive au pouvoir, c'est terminé de l'Europe, non ? Non, ça serait une Europe différente. Non, mais je veux dire de l'Union européenne. Non, elle sera renégociée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que l'AfD est très hostile à l'Union européenne, à la différence du RN. L'AfD est la plus hostile. Marine Le Pen, elle est moins. Et Mélanie, elle trouvait un système où on peut être à l'intérieur en manipulant tout le monde. Mais quand s'ils sont tous réunis, de toute manière, l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, elle a vécu. Mais ce que je vois, c'est que tous sont conscients quand même qu'on a besoin d'une Europe forte pour pouvoir faire face aux grands et aux gros. Donc je pense qu'on arrivera à trouver une autre solution. Mais si vous voulez, moi qui suis un vieux gaulliste, hein, parce qu'on a voulu beaucoup pour ça, mais peu importe. Moi qui suis un vieux gaulliste, je pense qu'on repart aux États-nations. On va revenir aux États-nations en Europe. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que la position de Gaulle, ni Trust ni Soviet, elle est totalement pertinente aujourd'hui. Et que ce qu'avaient les cailloux, les graines qu'avait semé de Gaulle, notamment la dissuasion, aujourd'hui nous aident, nous Français, pas Européens. Mais non, et justement. Et c'est pour ça qu'on voit que lorsqu'on s'est lancé à corps perdu dans l'Europe à tout prix, hein, en étant prêt à tout accepter de l'Europe, on a fait une erreur de stratégie, mais je pense à une erreur profonde de stratégie. On n'a pas compris, on n'a pas pris en compte notre position particulière. Bien sûr. Nous ne sommes pas l'Allemagne, on n'est pas les Pays-Bas et on n'est pas l'Angleterre non plus. Alain Juillet, merci beaucoup pour cette interview très dynamique. On a appris plein de choses. J'espère qu'elle vous a plu, que vous reviendrez la prochaine fois encore plus nombreux pour assister à une nouvelle édition du Grand Entretien. Alain, merci beaucoup. À bientôt. Régis. Et quant à vous, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis, portez-vous bien. Salut.